Bonsoir à tous. Difficile de commencer sans dire le plaisir réjoui que ça fait de me retrouver ici. J'ai dû passer, ça fait 40 ans, pas mal de centaines d'heures dans cet amphi-là, comme dans celui en dessous d'ailleurs, et je m'y retrouve toujours avec un certain plaisir. Il arrive qu'on apprenne des choses dans cette maison, c'est vrai. C'est une maison sérieuse. Merci d'être là si nombreux. Et je veux saluer la sagacité de votre organisation étudiante qui a eu l'idée d'organiser ce débat. Et je voudrais faire à ce débat un petit propos introductif d'une certaine façon. Il ne faut pas se tromper, de nous deux, l'économiste, le savant, c'est lui. Le gars dont le métier quotidien consiste à bouffer de la statistique et à s'informer de tout ce qui sort comme chiffre, c'est lui. Moi, je m'occupe des manchots, comme vous avez vu, du pingouin. Il n'y a ni électeur ni chômeur, d'ailleurs, dans ce coin-là. Et donc, je suis loin de tout ça. Et je ne suis plus un économiste au sens où on peut prétendre être un économiste quand on est en contact absolument quotidien avec une réalité qu'on essaie de chiffrer. Je ne le suis plus. Mais j'ai eu la chance d'avoir une existence qui m'a fait faire des choses un peu diverses. Et donc j'ai regardé partout. Je n'ai pas limité mon champ de regard. C'est ça ma chance. Mon propos introductif sera, bien que vous soyez venus nombreux, faites attention, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de spectacle mystère. Nous n'avons pas de potion magique, comme on dit dans Obélix. Et si, on va passer pas mal de temps à vous le confirmer, le problème de la durée du travail demeure un des problèmes essentiels, pas le seul. Je suis qu'à moitié sûr que ce soit le problème dominant, d'ailleurs, sur tous ceux qu'on a à traiter. L'autre étant celui de l'organisation de la finance. En tout cas, le commencement consiste par réaliser que le monde dans lequel nous vivons est en pleine pagaille, de multiples façons, et que le drame des politiques, c'est que nous sommes frappés par des quantités de menaces de nature différente, dont les sources ne sont pas les mêmes, sont même parfois très différentes et très distinctes les unes des autres, ce qui n'empêche pas toutes ces sources de se conjuguer pour aggraver le résultat final. Un débauché immédiat et utile quand on attend dit, c'est de prendre le problème de la violence, de regarder le Grand Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, l'Iran, etc. J'épargnerai tout ce qui est diplomatico-militaire, ce qui est pourtant au cœur de la crise actuelle, pour que notre champ aujourd'hui se limite à ce que d'ordinaire on appelle l'économie et la finance en les mélangeant un peu. Même seulement dans ce champ-là, le monde vit plusieurs menaces à la fois, et en effet de nature différente. Il y a beaucoup de raisons pour qu'on n'y comprenne rien. Votre bureau des élèves décide d'ouvrir le débat à un moment où il est patent que plus personne n'y comprend rien. On n'est même pas sûr que nos gouvernants y comprennent beaucoup. Dans les raisons pour lesquelles on ne comprend rien, il y a d'abord la crise d'une façon de penser l'organisation économique. L'organisation économique de la planète relevait d'une discipline de l'esprit qui s'appelle l'économie. Vous avez dû en apprendre un peu ici. Et l'économie, bien pire que les mathématiques ou la physique, c'est beaucoup plus vrai en économie. Elle a aussi ses modes. Elle a ses croyances successives. Et nous sortons d'une phase où la dernière grande croyance collective s'appelait le monétarisme, c'est son nom technique. Certaines personnes l'ont appelé ultralibéralisme ou néolibéralisme. Je crois que ces appellations sont erronées, parce que le mot de libéralisme n'a rien à faire là-dedans. Ce sont des visions, tout ça est une seule vision, qui n'a pas grand-chose à voir avec le libéralisme, car le libéralisme
une invention d'abord politique, bien avant notre économique, du 19e siècle, était une façon de penser l'organisation de la planète de manière à préserver la liberté la plus profonde de chaque élément constitutif, un individu, un petit groupe, une entreprise, une paroisse, une commune, un État, mais à partir de la découverte centrale que la liberté exige des normes, des règles et l'obéissance à un code. Il n'y a pas de liberté si on ne punit pas ceux qui violent les règles du jeu et le code. C'est ça le libéralisme, qu'il soit dans l'ordre politique ou dans l'ordre économique. Quant avec l'école dont je vous parle, qui s'appelle le monétarisme, on s'est mis à dire que s'agissant du marché, on n'a plus besoin de règles puisqu'il est auto-équilibrant, que moins l'État s'en mêle, mieux on se porte, parce qu'il faut un équilibre spontané des forces du marché et qu'il est voué à la perfection, c'est ça le monétarisme. On n'est pas dans le libéralisme, on est dans autre chose. Et vu le résultat, j'ai plutôt envie d'appeler ça la jungle. Pour votre école de pensée à vous, retenez simplement qu'on n'éclaircit pas la donnée, on la rend plus confuse, si on accepte le mélange des mots et qu'on appelle ça du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme, que ça n'est pas. Donc nous vivons une crise de la pensée dans laquelle on n'a pas, dans les cadres intellectuels dans lesquels nous travaillons et que nous avons reçus, de quoi expliquer ce qui se passe. C'est le premier drame. Et j'y reviendrai un tout petit peu plus dans un instant. Le second drame, c'est que les données peuvent manquer. Dans les raisons de l'insatisfaction sociale résumées sous le nom de chômage, il y a ce qu'on connaît, le chômage, un vieux familier de certaines phases du capitalisme, tellement familier que le mouvement syndical le connaît bien, on le combat depuis 150 ans, il est repéré administrativement, il est dénombré, il est administré. Il y a des allocations. Il s'y ajoute un fléau plus récent, terrible puisque 2 fois plus gros, qu'on appelle la précarité, le travail incertain, de durée très courte, de salaire de misère. Et celui-là est moins bien décrit, parce qu'il a diverses formes, moins bien analysé. On a 2 fois plus de précaires que de chômeurs dans tous nos pays développés, mais la précarité fait à peine l'objet d'une mesure annuelle par études qualitatives diverses, faites pays par pays, non comparables, il n'y a pas de normes. Or, la précarité, tout autant que le chômage, produit la colère des familles en fin de mois, l'incertitude sur l'avenir, le harassement, l'envie de voter pour tout casser, l'envie même d'aller tout casser directement, l'instabilité sociale, elle vient des deux, chômage et précarité. Et je ne décolère pas de voir trop souvent le mot de chômage employé tout seul, en oubliant la précarité, pour décrire un des drames de l'Occident. Voilà donc le fond de contexte de ce qui nous agace le plus, parce que ce qui est le plus terrible par habitant. Mais ce n'est pas le seul aspect. On a quand même choisi, enfin votre bureau des élèves et nous on a accepté, de vous parler aujourd'hui de ça parce que c'est probablement un des aspects sur lesquels il nous reste un peu de marge de manœuvre pour jouer. Ce sera la conclusion du débat qu'on aura avec vous dans un instant pour savoir s'il reste quelque chose. Mais le problème d'ensemble, c'est que c'est toute l'économie qui est désorganisée. Et en fait, tout se passe comme si nous assistions à une espèce d'affaissement, d'affadissement, de perte de puissance, de maladie, peut-être même mortelle, du capitalisme. Le capitalisme, c'est le nom de baptême, il n'a rien de honteux, il évoque une réalité qui a ses cruautés, mais c'est le nom de baptême du système qui nous régit. Et c'est quoi? C'est une économie de marché,
c'est-à-dire une économie dans laquelle toute transaction, toute vente, tout achat de quelque chose est fait par libre accord entre l'acheteur et le vendeur. C'est une invention miraculeuse de l'humanité d'il y a plus de 3000 ans. Le marché a été inventé en Chine, d'un côté, du côté de l'Empire romain ou de la Grèce antique, et donc en Europe, il doit y avoir entre 2000 et 3000 ans, quelque chose comme ça. Sur sa longue histoire, le marché est une histoire de rapport entre des personnes, une par une, petite. L'acheteur est une personne physique, un consommateur, et le vendeur est soit l'artisan qui a fabriqué l'objet ou l'agriculteur qui a cultivé l'objet ou élevé l'animal qu'on vous vend, ou le commerçant qui l'a acheté. Affaire de personne. Les choses ont changé il y a à peine plus de 200 ans, lorsque des inventions humaines de deux sortes ont changé la donne. On a pu passer des personnes au groupe. La première invention décisive est de l'ordre de la mécanique. Elle s'appelle la machine à vapeur. Et c'est une machine qui, pour la première fois, depuis 6000 ans d'histoire à l'époque, permettait de faire travailler beaucoup de personnes à la fois, hommes ou femmes, ou même enfants d'ailleurs, sur une même source d'énergie, ce qu'on n'avait jamais su faire avant. Et du coup, avec la machine à vapeur, très vite suivie par l'électricité. En fait, l'image qu'on en a est plutôt électrique, mais l'électricité, c'est quand même un siècle après. Très vite, on passe à un marché qui confronte des personnes une par une, à un marché qui confronte des unités qui peuvent être grandes et qui ont besoin, pour agir, de beaucoup d'argent à rassembler, ça s'appelle du capital. Et c'est pour saluer cette taille qu'on se met à parler de capital. Parce qu'il y a une invention née à peu près au même moment. Et le fait que ce soit à peu près au même moment n'est pas un hasard. C'est une invention des grimoires, c'est une invention des intellos, c'est une invention d'employés, et qui est l'acte juridique par lequel beaucoup d'épargnants, beaucoup de gens qui ont un peu d'argent, peuvent se grouper pour jouer le même pari productif. C'est-à-dire qu'on peut rassembler des épargnants qui rassemblent beaucoup d'argent. Ça s'appelle la société anonyme. Et à partir du fait de pouvoir rassembler beaucoup d'argent, on peut jouer des trucs plus gros. En fait, ça s'est esquissé avant même la machine à vapeur avec les grands navires des grandes explorations historiques. Mais c'est devenu une économie terrestre avec la machine et l'électricité. Et c'est la société anonyme, la société en gros, mais d'abord la société anonyme, qui a permis des regroupements d'épargnants qui de ce fait deviennent des capitalistes et qui prennent leur pari sur une même production. D'abord de produits, bien entendu, et plus tard, on fera la même chose avec des services. L'art de transporter vaut bien l'art de fabriquer du charbon ou du costume. Voilà pourquoi ça a changé de nom de baptême, mais avec ces changements de nom de baptême, on a aussi un changement de structure, un marché très encombré de structures énormes et de grande taille, et plus difficile à équilibrer, il est moins spontanément quand il est tout seul. Quand il y a des millions d'individus qui jouent tout seuls, l'équilibre se trouve à peu près tout seul, ce qui disait Adam Smith, la main invisible du marché. Mais quand il y a des très grosses unités démesurées, on sort facilement de l'équilibre. Et on n'a plus de raison de le retrouver tout seul. Il se peut que l'intérêt privé d'une très grosse unité soit de fausser le marché. Et ce qui s'est passé quand on est passé du marché traditionnel au capitalisme, c'est qu'il a cessé d'être à peu près stable. Que les crises sont devenues régulières et structurelles. Il y a 150 ans, le plus formidable économiste qu'on ait jamais eu de tout ça, qui s'appelait Karl Marx, a décrit le système et les raisons de son instabilité. Et il explique cette instabilité, ça fait 150 ans, dans des conditions que personne ne démentit et que tout a confirmé depuis.
formidable tête pensante. Oubliez ce qu'il a raconté sur le pouvoir et l'économie, il a écrit avant qu'on invente la sociologie. Et ce qu'il a écrit à propos de l'organisation du pouvoir ne tient pas la route parce qu'il n'y avait pas le savoir accumulé. En revanche, il a écrit après Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill, Keynes, Vauban, tous ceux qui ont inventé l'économie. Voilà donc quel était le système. Et ce système, c'est formidable. Réfléchissez à ceci. Les citoyens français de la Révolution française vivaient pas beaucoup mieux, à peu près comme les citoyens français du règne de Louis XIV ou de celui d'Henri IV, qui eux-mêmes ne vivaient pas tellement mieux que les citoyens de l'Empire romain. Bien sûr, mieux que leurs esclaves, mais pour les citoyens, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ce qu'on pouvait faire à travers une production agricole, en traitant à main d'homme tout ce qu'on peut en sortir, le travail des os pour faire des meubles, le travail des peaux pour faire des vêtements, tout ce qu'on peut en sortir, n'a pas beaucoup changé tout le long de ces 3 000 à 4 000 ans d'histoire. Et nous, dont les arrière-arrière-grands-pères, les vôtres et les miens, vivaient au fond à peine mieux que les citoyens de l'époque de la Révolution, nous vivons maintenant, le facteur d'évaluation, c'est le prix d'un kilo de pain. Le premier gars qui a essayé de faire le calcul s'appelle Jean Fourastier. Parce que le blé et le pain, c'est tellement essentiel à la survie qu'on sait le prix depuis longtemps. Les historiens ont gardé ça, on le sait depuis l'Empire romain. On a l'évolution des prix du pain sous la Haute-Égypte, mais surtout sous l'Empire romain, dans la Grèce antique, et tout au long de l'histoire de nos rois. Vous et moi, maintenant, vivons 140 à 150 fois mieux que nos arrière-arrière-grands-parents. 140 à 150 fois. En 7 ou 8 générations. Ça s'appelle le capitalisme. Complètement inouï. Et du coup, ça a provoqué une chose formidable qui va être au cœur de la fin de mon propos tout à l'heure, qui est que la pénible histoire de l'humanité. Je ne vais pas mêler de savoir si Dieu a obligé les hommes à travailler pour les punir. Dieu n'est pas dans le coup. En tout cas, le travail est une espèce de punition. En tout cas, de la punition sortait qu'il fallait travailler beaucoup pour faire vivre une femme et des gosses, autour d'un foyer familial. Vivre, vouloir dire manger, s'habiller, se chauffer, se déplacer un peu, point. Rien de plus. Et tout ça, on le fait admirablement jusqu'à ce que vienne le capitalisme. Et puis après 100 ans de capitalisme, on trouve que dans le temps nécessaire pour produire de quoi manger, se chauffer, se nourrir, on ajoute au moins autant de temps disponible sans usage de cet ordre, soit pour se donner des soins, la médecine sort de là, c'est tout nouveau, et mieux encore pour des loisirs. Jouer, chanter, lire, il y a d'espace pour ça, voyager, c'est propre au capitalisme, à la fin dans laquelle nous sommes. Voilà, faites longuement l'histoire du capitalisme. C'est donc un succès historique absolument prodigieux. Et puis voilà que ça s'arrête, parce que maintenant, nous sommes dans la période où le capitalisme ne sait plus fournir du travail à tout le monde. Je répète ma phrase de mise en garde de tout à l'heure. Attention, on est venu là sans hypocrisie. Nous n'avons pas de potion magique. Il n'y a pas de remède unique. Et il n'y a pas de thématique unique. Il faut attaquer un peu de tous les côtés et inventer chaque remède. On va en trouver un. On va y passer du temps dans un instant. Mais pour le moment, de cet épisode du capitalisme faiblissant, on ne sait pas encore vraiment si c'est sa fin, mais ça y ressemble quand même, hein. On peut voir beaucoup de sources. Et je voudrais en évoquer 2 avant de passer au temps de travail et à la 3e. La première, c'est que ces mots, capitalisme, ces grandeurs chiffrées, le PIB, le produit intérieur brut, toute la valeur de la richesse produite dans un pays, c'est des abstractions au fond.
Mais derrière une abstraction, il y a toujours une réalité. Quand, dans l'espace de 2 siècles, l'agriculture s'est mise à inventer le collier de cheval rigide reposant sur les épaules, alors qu'avant, pour tracter une charrue, on attachait une espèce de ficelle, une corde autour du cou du cheval et il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait rien tirer. Ça le fatiguait trop. Cette invention-là multiplie par 8 ou 9 le rendement du cheval. C'est à peu près à la même époque qu'on a inventé les hybrides. On s'est mis à mélanger des variétés de blé venues de différents endroits. Il a été plus productif. Vous mélangez les deux. Le rendement de la production agricole a été multiplié par 10 en 1 siècle et demi ou 2. Le résultat s'appelle le XIIIe siècle. En France, ça donne, chez ces paysans qui crevaient un peu la faim, 85 cathédrales, 45 000 églises. 85 cathédrales en un siècle, 45 000 églises. Il a dû se passer quelque chose. Où allait se trouver le pognon pour faire tout ça? C'est quelque chose et d'une productivité. Voilà ce que c'est que la productivité. La machine à vapeur puis à électricité va quadrupler cette productivité. Bref, donc, derrière le capitalisme, il y a des images de choses produites, d'activités, de création d'hommes. Et quand on passe du marché au capitalisme, on dépasse les cathédrales et on passe à des objets. Et il y a des objets dont l'importance a été telle qu'elle a tiré l'économie. Pendant au moins 80 ans, l'objet moteur dont tout le monde s'occupait, c'était le chemin de fer. Rendez-vous compte? En posant des rails quelque part, en mettant des moteurs sur des roues, on arrivait à tirer des marchandises en poids considérable, beaucoup plus qu'on n'avait jamais pu faire, et à les emmener extrêmement loin, bon, infiniment plus loin et plus vite qu'on pouvait le faire avec des chevaux. Formidable. Pendant 80 ans, le fait de poser des rails, de faire des wagons et de faire des locomotives a développé, surtiré toute l'économie des pays où le décollage de la technique se faisait. Ça s'appelle l'Amérique du Nord et toute l'Europe de l'Ouest. Le Japon viendra à peine plus tard. Et puis, assez vite après, il y a un deuxième objet de remplacement, la bagnole, l'automobile. En 100 ans, l'automobile, une invention ultra sophistiquée. Pendant 20 ans, il y a eu seulement les milliardaires qui pouvaient s'offrir une bagnole. C'était un objet unique, et puis dites donc, quelle complicité à faire, complexité. Mais en 100 ans, tout le monde s'est mis à en avoir. Et l'automobile, elle occupait à elle seule le quart de l'emploi industriel, et puis tous ceux qui la servaient, qui faisaient marcher les pompes sur l'eau, tous ceux qui goudronnaient les routes pour ça, etc. Elle tirait tout l'emploi. Ce fut formidable. Jusqu'à un blocage. 1972, c'est une année intéressante. C'est la dernière année de plein emploi en France. Incidemment, c'est l'avant-veille de la dernière année d'équilibre budgétaire. Le dernier budget français qui était en équilibre, c'était 1974. Mais en 72, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on atteint le chiffre de 95% des Français ayant une voiture. Ça vaut pour toute l'Europe. Alors, vous êtes jeunes, vous n'avez pas tous encore vos bagnoles. Quelques-uns d'entre vous l'ont déjà. Vous devez vous souvenir du temps que vous avez mis à accumuler le pognon pour l'avoir. Et vous devez probablement vous souvenir aussi du soin que vous avez mis à l'entretenir pour ne pas avoir à la renouveler trop tôt. L'idée de la deuxième bagnole, elle ne vient pas tout de suite. Elle ne peut venir qu'à partir d'un niveau de vie familial où on peut se l'offrir, ou quand il y a assez de revenus pour renouveler plus vite. Mais jusqu'à la conquête, la saturation du marché, quand 95% des gens ont une voiture, le marché, il marche à toute allure. Le marché de la voiture a tiré toutes nos économies capitalistes. Et en 1972, la vitesse de croissance du plus gros des marchés du capitalisme et tout ce qui va avec, cette vitesse de croissance fait ça. 72. On s'en est parmi, on est parmi. Curieusement,
vous avez la même évolution en ce qui concerne les deux produits majeurs de ce qu'on appelle aujourd'hui facilement l'électroménager blanc ou l'électroménager brun. L'électroménager blanc, le produit phare, fut le premier et longtemps le produit majeur, la machine à laver le linge. Là aussi, on n'a pas besoin de deux machines à laver facilement. Et donc, la saturation vaut ralentissement. Et même chose pour le premier, l'initial, longtemps, la télévision en noir et blanc. La couleur, c'est facultatif, on n'en a pas besoin, on peut vivre sans, c'est moins dirigeant. Et puis, c'est presque facultatif. Bref, sur tous les marchés de produits mécaniques appelant beaucoup de travail et qui font le PIB, mais c'est de croire à des abstractions. Il faut tout de même avoir de l'idée qu'un chiffre est une indication, mais ça ne veut rien dire. Ce que ça veut dire, c'est que nous n'avons plus besoin du travail nécessaire pour tout ça. Paf, ça s'est ralenti partout à la fois. 1972, dernière année de plein emploi dans toute l'Europe de l'Ouest, c'est à peu près la même année pour les États-Unis. Aux États-Unis, le chiffrage statistique du moment de saturation des marchés est plus large, ça se fait sur une dizaine d'années. Mais c'est pareil, c'est le même problème. Et voilà que le capitalisme n'a plus de raison de fournir du travail parce qu'il n'y a plus besoin. Et depuis, nos engins mécaniques d'aujourd'hui, vous en avez plein vos poches, vous avez tous vos portables avec vous. Et rentrez chez vous, vous allez mettre votre chaîne IFI ou votre diapo en marche. Aucun de ces objets n'appelle autant de travail. Ce que vous consommez en ce moment, bande de criminels, ne fait plus marcher l'industrie. Vous n'êtes plus capable d'acheter des machins qui donnent du travail à d'autres. Il n'y en a pas assez. C'est ça, un des aspects de la phase dans laquelle nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il y a de quoi paniquer. Ça veut dire simplement que pour retrouver du travail, il faut lui trouver de nouveaux objets. Alors au passage, j'y viens dans un instant, on s'est aperçu qu'on fait les fous à chauffer l'atmosphère, ce qui nous fait perdre de l'argent et de l'essence, en même temps pollue l'atmosphère et la rend invivable. Donc il faudrait doubler tous nos vitrages. Doubler tous nos vitrages. 13 millions d'immeubles habités en France. Combien de centaines de milliers d'emplois et de combien d'années? Étanchéifier toutes les charpentes pour ne pas laisser les calorés et les chauffer dehors. Même chose. Combien de centaines de milliers d'emplois sur combien d'années, on ne sait pas. On n'a pas su faire, on n'a même pas cherché à faire. Et puis, renouveler tous nos vêtements pour qu'il n'y ait plus soit de produits du martyre animal, soit de vêtements fabriqués en produisant à cette occasion trop de gaz carbonique, en consommant trop d'énergie. Donc il y aurait du travail à faire, mais il faut l'inventer, ce travail-là. Paresse, pas d'effort, pas de volonté gouvernementale. Les gouvernements, on est en démocratie, on a inventé la démocratie, c'est l'interdiction décidée au gouvernement de décider quand ça fait de la peine à des gens. C'est dur, il faut surmonter ça. J'ai essayé de gouverner ce foutu pays pendant 3 ans, j'ai eu du mal. Il paraît que j'ai été un peu moins mauvais que d'autres. Probablement pas suffisamment, on est toujours dans la merde. Mais le gouvernement n'est pas incité à ces recherches. Ça, c'est le premier aspect du ralentissement général de l'emploi. C'est le plus grave, au fond. Je voulais que vous ne l'oubliez pas quand on va parler de répartir ce qui reste, la durée du travail. Mais il y a un deuxième aspect. Il y a un deuxième aspect qui concerne la finance. Je vous l'ai dit, on passe du marché au capitalisme quand on invente la société anonyme. Alors déjà bien avant, la finance, ça existait, grand Dieu. Les premières activités financières qui se sont répandues dans le monde et qui ont fait son histoire sont les changeurs. Dans le monde ancien, un de mes chauffeurs de voiture, qui est un copain maintenant, fait peut-être ce que quelques-uns d'entre vous font. Il se balade le soir dans des champs
avec un petit dispositif électronique pour fouiller si on retrouve des pièces romaines, des pièces gauloises ou des pièces royales enfouies dans le sol. Vous savez, ces collections-là. On s'aperçoit qu'au Moyen-Âge, toutes les villes faisaient leurs propres pièces. Ça s'appelait des méros. C'était souvent en bronze. Il y avait celle du roi qui plaçait mal, qui était en argent. C'était plus cher. Mais il y en avait aussi. Il arrive qu'on les retrouve. On trouve encore des pièces romaines. Chaque seigneur féodal, le pouvoir se reconnaissant au fait de battre monnaie, faisait ses propres pièces. On les retrouve dans le sol chez nous. Il y avait des changeurs partout. Autrement dit, l'existence de la finance n'est pas une invention du capitalisme. Les changeurs, ils sont multimillénaires. Et assez vite, ils ont pris l'habitude de prêter au roi. Dans cette salle-ci, vous avez dû entendre des cours sur les banquiers fuguaires, les banquiers des rois, etc. On connaît toutes ces histoires. Mais la finance, c'était uniquement un service rendu à l'économie pour rendre possible l'échange. Parce que pour pouvoir acheter, il faut avoir des disponibilités. Et au besoin, pouvoir en emprunter. Avec la longueur sur le taux d'intérêt, qui serait intéressant de raconter, mais qui n'a pas sa place ici, parce qu'elle n'est pas dans le dernier coup. Et voilà que le capitalisme a permis une espèce de mutation. La finance est devenue très puissante et elle a valorisé l'intérêt qu'il y a non seulement à avoir de l'argent, mais à avoir de l'argent en le gardant un peu de temps, le temps que les prix montent. Retenez bien cette idée que le vrai capitalisme, c'est un art de produire et d'échanger. Mais à partir du moment où quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent ne le remet pas au pot pour investir, pour acheter d'autres outils, produire davantage, s'il ne le remet pas au pot, ça dort. Et il organise une rareté des objets pour que les prix montent. L'art de spéculer, c'est le contraire de produire, c'est antagonique. Or, les privilèges d'être riche, ouais, est tel que la finance aujourd'hui se centre sur la conservation de la richesse et l'organisation des marchés où on ne fait que spéculer sans produire. Et dans le monde d'aujourd'hui, les actionnaires ne veulent plus dans les entreprises laisser assez d'argent pour réinvestir, ils veulent le pognon tout de suite. Du coup, les entreprises n'ont plus d'argent pour investir. Les épargnants riches vont jouer sur les marchés spéculatifs et ne plus remettre en bourse. La semaine dernière, la Banque centrale du Japon a réussi à placer des obligations pour son État en faillite à un taux d'intérêt négatif. Il y a 2 ans, on avait réussi un coup comme ça en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont du pognon ne veulent plus le mettre dans les banques. Ils espèrent le garder sur le marché en attendant qu'il monte. S'ils ne le mettent plus dans les banques ou dans l'investissement, s'ils ne rachètent plus d'outillage, la machine à produire s'arrête. C'est ce qui se passe. La finance d'aujourd'hui arrête la machine à produire, ne la finance plus. Cet inconvénient sur le drame de la finance est terrifiant. Reste à savoir si dans ce qui reste, ce qui continue à tourner, on peut donner du travail à tout le monde. Et là, nous tombons sur le fait que le capitalisme est aussi en train de changer de nature sur ce point-là. De sa naissance, sa naissance, c'est les années 1780, 1850 en gros. Jusqu'à 1972, le capitalisme a été un régime permanent de plein emploi, sauf les temps où il était en crise. La crise se produit par le chômage, mais elle dure quelques mois ou 1 ou 2 années tous les 10 ans. Pour le reste, c'était un système de plein emploi. Depuis, c'était fini. À ce moment-là, le capitalisme offrait du travail, faisait travailler les gens, ils ne s'offraient pas, ils étaient pratiquement policiers, pour 4000 heures par an, 17 heures par jour par semaine, samedi compris, sans congé payé ni retraite. L'esclavage, en gros. C'était tellement brutal et tellement sauvage
que tous les employés, les ouvriers, se sont battus dès le début, ils continuent, pour la baisse de la durée du travail. Et cette demande a été satisfaite par la grève, par la violence ouvrière, par les émeutes. Vous lisez toute cette histoire sociale, elle est bien connue, au point qu'on était passé à 3000 heures par an au lieu de 4000 vers 1900, le tournant du siècle, à 2000 heures par an à peu près entre 1935 et 1945, et maintenant on est stabilisé vers 10 et 100 heures par an. Ce qui veut dire que le capitalisme a été un système de plein emploi aussi longtemps qu'il s'accommodait d'une baisse régulière, continue, permanente de la durée du travail. Ce qui a conduit un très grand économiste qui s'appelle Keynes à écrire en 1930, en septembre 1930, avant la fin du siècle, il suffira de 3 heures par jour ou de 15 heures par semaine de travail salarié capitaliste pour que l'humanité puisse subvenir à ses besoins. Et ça a été refusé parce que nous sommes fixés à un tabou, notamment en France, où le tabou a saisi l'esprit encore plus qu'ailleurs, un tabou fou, qui est que plus on accumule de travail salarié, plus le patron va accumuler de richesse. Or, il la veut. Et il fait un faux raisonnement. Mais ce faux raisonnement est appuyé sur des tabous. Et voilà pourquoi nous sommes toujours coincés. Nous avons, au moment où je vous parle, je finis la parole pour la filer à Pierre, qui l'attend depuis un moment piafond, nous sommes en France à 37-38 heures de travail pour ceux qui en ont, à l'exclusion de tous les précaires et de tous les chômeurs, c'est-à-dire à l'exclusion de 10 millions. Il y a 5 millions de chômeurs et au moins 7 ou 8 millions de précaires en plus. À l'exclusion de tout cela, ceux qui ont un travail à plein temps ont un travail à 37-38 heures de moyenne, à comparer avec une moyenne aux États-Unis, en Allemagne et en Italie, inférieure à 32 heures. Or, ils ont un peu moins de chômage que nous. C'est connu, c'est repéré, ça se mesure. C'est formidable. Alors, sur les détails de cette atrocité, la parole à Pierre. Enfin, quelque chose d'expert dans le sujet.